Bonjour à tous et merci donc de se connecter à ce nouveau webinaire donc du mercredi. Juste pour information, donc ce webinaire est enregistré et sera disponible donc en replay sur le site de la FEMASCO. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir, voilà, je me présente, Cécile Janet, chargée de projet de santé publique à la FEMASCO sur le secteur de la Franche-Comté, accompagnée de Sophie Mijan, même chose, santé publique sur la Bourgogne. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc Delphine Olivier, qui fait partie de la filière Endo-BFC, et le docteur Joyeux Émilie, qui est chirurgien gynécologue à l'hôpital privé de Dijon, et également trésorière en fait du réseau Endo-BFC. C'est Madame Olivier qui va nous présenter le réseau Endo-BFC, et ensuite le docteur Joyeux reprendra la main pour vous présenter en fait la prise en charge des douleurs pelvie-périnéales et le rôle du réseau en fait pluridisciplinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur le Zoom. Et puis, il y aura aussi un temps d'échange à la fin de ce webinaire si vous avez des questions à poser en direct. Bon webinaire, merci. Merci déjà pour cette invitation de pouvoir présenter Endo BFC. Au niveau de la filière, je suis la coordinatrice au niveau régional Bourgogne-Franche-Comté et je vais vous présenter la filière, on va dire très rapidement. Voilà, pour laisser le temps au docteur Joyeux de pouvoir faire sa présentation. Euh, ah, ça va un peu vite. Si on revient un peu sur la genèse des filières de soins au niveau de l'endométriose, c'est en 2017 que le Collège national des gynécologues obstétriciens français ont décidé de prendre en main la prise en charge de l'endométriose. Ils ont édité un guide sur les centres et les réseaux experts de l'endométriose. Et en 2022, il y a eu l'élaboration de la stratégie nationale de l'endométriose. Et en février 2022, le réseau Bourgogne-Franche-Comté a été créé. Et cette stratégie va déjà, dans un premier temps, jusqu'en 2025, donc jusqu'en cette fin d'année. Et il est prolongé par le PEPR Santé des femmes jusqu'en 2030. Pour vous résumer un peu de qu'est-ce qu'une filière, donc c'est un réseau de proximité en partenariat avec un hôpital ville privé public, avec des professionnels de santé qui sont spécialisés dans cette pathologie et qui vont répondre de manière adaptée aux besoins des femmes concernées. Donc le réseau aujourd'hui regroupe autant des médecins généralistes, des gynécologues, chirurgiens, sages-femmes, kinés, psychologues et les associations de patientes en région. Nos missions, c'est le parcours de soins, la formation des professionnels de santé, l'information et la sensibilisation, la recherche, organiser les réunions de concertation pluridisciplinaire, donc les RCP, développer les programmes d'éducation thérapeutique du patient, et on a créé aussi un annuaire régional que vous retrouvez sur notre site internet qui est accessible autant au grand public qu'aux professionnels de santé. Donc, pour résumer, en gros, de qu'est-ce que c'est qu'une filière? Donc, c'est pour les professionnels de santé. C'est une structure pour mieux organiser et accompagner les femmes sur le territoire. Et pour les femmes, c'est pouvoir en fait avoir un diagnostic beaucoup plus précoce, des soins de qualité et une prise en charge sur mesure. Donc, comment adhérer au réseau? Donc, il y a deux adhésions possibles. La première, c'est avec la parution dans l'annuaire. Donc, il faut avoir un numéro RPPS ou ADELI, avoir des attestations de formation sur l'endométriose, signer la charte, remplir la fiche de coordonnées ou tout simplement avoir une adhésion simple. Donc, même procédure, hein, numéro RPPS, signer la charte, remplir la fiche de coordonnées. Et nous, on va vous proposer, en fait, pour les adhésions simples, de suivre des formations pour l'objectif, en fait, de vous inscrire dans l'annuaire en cours d'année. Donc, on a un site internet, comme je vous ai dit, endo-bfc.fr, où c'est l'outil central, que ce soit pour les professionnels de santé ou pour les patientes. Vous pouvez voir qu'il y a deux onglets ici. Sur l'année 2024, on a eu à peu près 8000 connexions.
à l'annuaire et plus de 15 000 utilisateurs de notre site internet, sachant qu'il a été mis en fonctionnement en début d'année 2023. Donc l'objectif premier, c'est la structuration des offres graduées hein, que on nous demande par rapport à ces stratégies. Donc c'est poursuivre l'identification du premier et second recours et soutenir aussi les coordinations qui sont déjà mises en place sur les secteurs tertiaires. Donc ici un petit schéma voilà qui vous montre un peu le lien que vous avez avec tous les professionnels de santé quand vous faites partie de la filière. Donc, comme je vous ai dit, on organise les réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc, il y a 3 centres en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le CHU de Dijon, le CHU de Besançon, l'hôpital privé de Valmy à Dijon. Ça représente 285 dossiers qui ont été présentés en 2024 sur la plateforme Covotem. Donc, Covotem nous permet en fait de pouvoir faire ces RCP soit en visioconférence, soit ben, sur place si vous vous rendez dans l'un des centres, et pouvoir présenter, moi, chaque professionnel de santé peut présenter un dossier qui lui paraît complexe pour avoir un avis. Donc, nos projets en 2025, bien entendu, ben, c'est l'éducation thérapeutique de l'endométriose qui a été de nouveau demandé dans la dernière lettre d'information de la DGOS, hein, que nous devons en développer au maximum sur le territoire. On organise donc des formations de DPC, hein, donc prise en charge de l'endométriose par exemple, la prise en charge en kiné, l'échographie et endométriose. On propose aussi aux professionnels de santé ben, de pouvoir se former aux 42 heures ETP avec, en collaboration avec l'association Comet. On organise un congrès régional dans l'année. Vous pouvez aussi vous spécialiser grâce à des DU, donc le statique pelvienne ou l'éducation thérapeutique. Donc notre troisième congrès régional aura lieu le 4 avril. Donc on aura différentes thématiques, hein, améliorer la démarche diagnostique, le parcours de soins, et on aura une conférence grand public. Donc voilà, vous pouvez aussi informer les patientes hein, sur vos territoires, comme quoi il y aura avec Endo France une conférence sur vie professionnelle et endométriose. Donc le siège social est au CHU de Besançon. On a une antenne à Dijon. Donc voilà, vous avez nos différents mails et le site internet si vous souhaitez nous contacter. Voilà, je laisse la main au docteur Joyeux. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran pour la présentation. Alors, j'avoue que j'ai fait un topo assez dense. Donc, si on ne finit pas, bah, si la fin n'est pas présente, c'est pas très grave. Les, les grandes idées, pour moi, c'est surtout la prise en charge physiopathologique pour comprendre après quel traitement vous pouvez mettre en place. Donc, voilà. Donc, on commence. Donc déjà, quand on parle d'endométriose, on va parler de douleurs pelvipérinéales complexes. Et souvent, c'est peut-être ça que vous allez voir en premier au cabinet avant d'évoquer l'endométriose. Donc ça, c'est un vrai souci en santé publique parce qu'on voit que ça touche quand même une partie de la population qui est non négligeable. Et en fait, finalement, dans ces prises en charge, on a très peu de centres référents. Donc il n'y en a que 7 qui ont été listés en France. Donc c'est pour ça que les acteurs de première ligne vont être très importants dans la prise en charge initiale de ces douleurs. Donc maintenant, si on parle de l'endométriose, donc si vous ne savez pas de quoi il s'agit clairement, l'endométriose, en fait, c'est du tissu d'endomètre, donc qui est censé s'évacuer tous les mois avec les règles, qui va aller se placer dans des endroits où il ne devrait pas se placer. Donc on va avoir ce qu'on appelle l'adénomiose, ça va être dans le muscle utérin. On va avoir au niveau des ovaires, ça va former des endométriomes, donc des kystes. Au niveau du péritoine, ça va être des lésions profondes. Et en dehors du pelvis, on peut en retrouver notamment au niveau du tube digestif, au niveau du diaphragme, dans les choses les plus courantes. Euh, et après, des fois, il y a des cas beaucoup plus rares qui ont été décrits, mais ça, je ne vais pas en parler. Donc, ce qui est important de voir, c'est que justement, le premier symptôme, c'est la dysménorrhée sévère. Et quand on reprend les études, dans les dysménorrhées sévères,
on voit que finalement, on aura une part de patientes qui n'est pas majoritaire, qui va développer de l'endométriose. Donc l'endométriose, oui, c'est important de la prendre en charge, mais il faut bien garder à l'esprit que ce qu'il faut prendre en charge en premier lieu, ça va être aussi la douleur de la patiente. Voilà. Et pourquoi c'est important? Parce que on sait, en tout cas avec la littérature, que justement la dysménorrhée primaire, elle peut être précurseur de l'endométriose. Et on voit que les dysménorrhées sévères chez l'adolescente, elles touchent un grand nombre d'adolescentes. Donc, dans les études, on retrouve 70 à 90%. Et que chez ces patientes, il y en a 21% qui vont rentrer dans des douleurs pelviennes chroniques avec potentiellement de l'endométriose. Donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu de prendre en charge correctement déjà les dysménorrhées des adolescentes et les douleurs de toutes les patientes. Après, on a l'errance diagnostique qu'on connaît. Et on sait que souvent, ces douleurs, elles vont être associées avec des, des dépressions et des troubles anxieux. Alors maintenant, si on s'intéresse, qu'est-ce qui fait mal aux douleurs dans l'endométriose? On va avoir trois types de douleurs. On va avoir surtout les douleurs nociceptives. Donc ça, c'est dû à l'inflammation, à la lésion qui peut être causée par l'endométriose ou suite à une chirurgie. Euh, on va avoir les douleurs neuropathiques. Donc, c'est des douleurs, on va retrouver plutôt ce qu'on appelle le syndrome myofascial. Donc, le syndrome myofascial, c'est quoi? C'est une hypertonie au niveau des muscles du périnée, des muscles du psoas, des obturateurs. Donc, en fait, c'est une hypertonie musculaire qui entraîne souvent des dyspareunies d'intromission, des douleurs vaginales ou des douleurs, souvent, on va retrouver, elles vont nous décrire des douleurs latéralisées, les patientes, de chaque côté, où elles vont nous dire j'ai mal aux ovaires. On peut retrouver aussi des syndromes vésicaux douloureux. Et souvent, c'est associé avec des scores de dépression et d'anxiété plus importants. On va retrouver aussi plus de patientes jeunes qui vont présenter ces douleurs et des scores de qualité de vie qui vont être altérés. Et enfin, on va avoir les phénomènes de sensibilisation ou ce qu'on appelle les douleurs nociplastiques. Donc, c'est des douleurs qui, si on fait des scores de DN4, donc pour dépister les douleurs neuropathiques, donc il faut faire attention, il y a une petite subtilité, c'est que le DN4, il va caractériser la douleur comme neuropathique, alors que ça peut être de la douleur nociplastique, donc la douleur de sensibilisation. Donc, la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va avoir un stimuli qui n'est pas censé être douloureux, qui va être douloureux, un stimuli douloureux qui va être plus douloureux, et des fois des ressentis des patientes, une hyper excitabilité des organes ou des gestes du quotidien qui vont devenir douloureux, comme je disais. Donc, ça peut être une caresse qui devient douloureuse ou alors carrément des sensations internes. Elles vont vous dire, je sens mes intestins qui bougent. Euh, enfin, voilà, ce genre de choses, la sensibilisation. Et il faut faire attention parce qu'elles peuvent être facilement sensibilisées, ces patients. Alors, on sait qu'au niveau des douleurs chroniques et dans l'endométriose, on a plusieurs choses qui vont se passer au niveau central qui vont influer, enfin, qui vont être la conséquence des douleurs chroniques, justement. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une inhibition dysfonctionnelle de la douleur. Donc, au niveau de certaines zones cérébrales, donc notamment au niveau du cortex préfrontal, de l'amygdale et de l'insula. Donc, c'est des régions qui vont être modifiées chez les patients qui ont de l'endométriose et chez celles qui présentent donc des douleurs chroniques dans ces zones pelviennes, je veux dire. Pardon. On va avoir une modification de l'axe hypothalamo-hypophysaire, d'accord, donc cet axe, il va surtout permettre de répondre au stress avec une sécrétion de cortisol, sachant que cette sécrétion de cortisol, elle va avoir un phénomène d'analgésie et que chez les patients qui ont des douleurs chroniques, on retrouve justement une diminution de ce cortisol lié à cette dysfonction qui peut justement être un mécanisme qui peut exacerber les douleurs. On va également avoir des modifications au niveau du système nerveux autonome, qui est une zone qui est dans le même secteur que les émotions. Et c'est vrai que souvent, on voit les études qui sortent et les retours des patientes, c'est que tout ce qui va être gestion des émotions, et on a beaucoup d'ateliers dans ce sens-là dans dans les programmes d'éducation thérapeutique, la gestion des émotions va influer sur la douleur via ces phénomènes au niveau du système nerveux autonome, qu'on va revoir justement. Et on va avoir des changements psychologiques avec une anxiété amplifiée et qui va amplifier la douleur également, plus de dépression qui va renforcer le fait que la douleur va prendre une composante aussi affective. Donc tout ça, c'est important parce qu'en fait, ça va permettre de prendre la patiente en charge de manière globale. Et c'est des postes où vous pourrez vous agir euh, en première ligne. Alors, qu'est-ce qui peut faire mal? Donc là, j'ai donné un peu les grands mécanismes, d'accord, et les changements au niveau du système nerveux central. Après,
au niveau sémiologique, on va avoir vraiment des zones clés qui vont faire mal. Donc, notamment l'utérus est l'organe clé de cette pathologie. On sait que c'est lui, enfin, c'est de lui que va venir la maladie, puisque ça vient de l'endomètre. On va aussi avoir, on va en parler des phénomènes douloureux sur l'utérus. On a l'hypothèse de la lésion qui va être innervée, donc la lésion, le nodule endométriose, mais c'est plutôt des nodules profonds et volumineux. Ce pas des phénomènes qu'on peut forcément avoir sur des petites lésions, on va en parler aussi. Et après, on a surtout les douleurs musculaires, donc sur le plancher périnéal, le diaphragme et les psoas. Donc ça, c'est des douleurs d'hypertonie, souvent des phénomènes déjà de sensibilisation. Et donc ça, on va en reparler aussi. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un utérus, de manière physiologique, il contracte tout au long du cycle. C'est-à-dire qu'il a un rôle physiologique avec ses contractions qui vont être un rôle de reproduction. Donc on va avoir les contractions au moment des menstruations qui vont permettre l'expulsion des muqueuses. Ensuite, on va avoir des contractions qui vont être orientées, donc cervico-pharyngiques jusqu'à la trompe qui ovule pour, euh, pour favoriser l'ovulation. Et ensuite, à partir de la phase lutéale, on va avoir des contractions plutôt isthmiques qui vont permettre de protéger une éventuelle grossesse euh, des différents germes. Donc, le système nerveux autonome, il a un rôle clé dans tout ça. Parce qu'en fait, c'est lui, via des hormones, les hormones sexuelles, donc œstrogène et progestérone, qui va donner la contraction, en fait. C'est le système nerveux autonome qui fait contracter l'utérus via l'œstrogène et la progestérone. Donc l'œstrogène, il va plutôt être sur l'activation du parasympathique et il va donner des contractions rythmées. Le sympathique, il va plutôt être sur la progestérone. Et là, par contre, ça va être des contractions qui peuvent être plus fortes et plus discontractiles. Et en fait, la progestérone, ça va être surtout le niveau de progestérone qui va influer, avec, si on a moins de progestérone, plutôt un effet excitateur du sympathique. Et si on a plus de progestérone, plutôt un effet inhibiteur. Donc c'est pour ça que dans les grossesses, souvent, elles n'ont pas forcément, dans les phases de grossesse hors accouchement, hein, on va avoir des patientes qui auront moins de douleur, ça va moins contracter. Et en fait, c'est cette balance sympathique-parasympathique qui va donner ces contractions rythmées et ces contractions aussi orientées. Donc, dans les douleurs, ça a été prouvé que c'était la contraction qui faisait mal. Donc, ils avaient étudié justement chez les patientes ayant des dysménorrhées sévères pour voir comment ça se passait dans l'utérus, comment leur profil contractile, on va dire. Et ils ont retrouvé qu'en fait, les patientes avec des dysménorrhées sévères avaient des contractions déjà beaucoup plus intenses, des contractions discontractiles, donc qui n'étaient pas rythmées, qu'on allait avoir une augmentation de la pression utérine de base. Et ça, vous pouvez le rapporter un peu à ce qu'elles vous décrivent les patientes. Souvent, elles vous décrivent une douleur de fond qui va être comme une pesanteur. Elles ont une sensation de pesanteur pelvienne qui peut être un peu continue. Donc ça, c'est la pression intra-utérine de base qui est plus élevée. Et par-dessus, elles vont avoir des crises avec des contractions plus intenses. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'elles vont entrer dans des anomalies de la contraction? Donc, on va avoir deux phénomènes. Soit on va avoir une perte d'équilibre au niveau des taux hormonaux qui vont faire que ça va déséquilibrer le système nerveux autonome. Soit on va avoir une perte d'équilibre au niveau du système nerveux autonome qui va déséquilibrer également le système hormonal. Donc, c'est tellement lié que ça peut même changer la sécrétion hormonale en local. Et en fait, cette perte de la balance, elle va toujours être en faveur du sympathique. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une hyperactivation sympathique quand on a une perte de l'équilibre. Et le sympathique, c'est la survie, c'est la surcontractilité, c'est un utérus qui va surréagir en fait à tout ce qui va se passer. Alors justement, il y a des études qui ont été faites sur le modèle animal qui montrent en fait, en mettant des tocomètres donc, pour mesurer les contractions dans les utérus des rats, il me semble que c'est des rats, ils ont montré qu'en fait, si on soumettait les rats à des stimuli stressants, à de la douleur répétée ou à une situation de danger imminent, on allait avoir des anomalies de la contraction qui allaient se mettre, enfin, un utérus qui allait surcontracter. Donc, on voit qu'en fait, l'utérus, il va réagir à son environnement. Et c'est là qu'on comprend aussi le rôle des émotions, du stress et des violences antérieures subies par les patientes. On voit que c'est des utérus, en fait, qui se sont sensibilisés au fur et à mesure des expériences, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, on peut dire que l'utérus est un organe qui peut se sensibiliser comme la vessie, comme l'intestin. On dit qu'il y a le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome de la vessie douloureuse. Et bien, l'utérus, c'est aussi un organe qui peut se sensibiliser. Et donc, il va surréagir aux stimuli extérieurs
avec une réponse qui va être disproportionnée au niveau des contractions. Et au fur et à mesure du temps, c'est un engrenage dans ce sens-là. Donc, nous sommes le résultat de nos expériences passées, c'est que souvent, on va dire que les patientes avec endométriose, elles ont un profil particulier. Alors, c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est ce profil particulier qui est le lit de l'endométriose. Donc, en fait, on sait que les traumatismes, le stress chronique, les douleurs chroniques, ça va changer le système nerveux central et ça va changer le système nerveux autonome. C'est-à-dire que les gens qui vont avoir ce genre d'expérience dans le passé, on sait que leur système nerveux autonome, il est déjà défectueux. D'accord? Donc, effectivement, derrière, il suffira de pas grand-chose pour que ça dysfonctionne encore plus et peut-être que ça engendre l'endométriose. Ça a été aussi démontré qu'au niveau des patientes avec des dysménorrhées sévères, on avait une dysfonction du système nerveux autonome. Voilà, donc c'est pour encore appuyer ce que je dis. Donc, ce système nerveux autonome, il est vraiment très important. Alors, maintenant, le lien avec l'endométriose, c'est qu'on sait que ces anomalies de la contraction sont aussi, vont entraîner justement l'endométriose et notamment l'adénomiose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si l'utérus contracte fort, il va engendrer des micro-lésions au niveau de ce qu'on appelle la zone de jonction. Donc, c'est la zone entre l'endomètre et le myomètre. Il n'y a pas de membrane basale sur cette zone-là, donc il n'y a pas de protection. Et donc, du coup, les contractions fortes entraînent des petites brèches dans cette jonction. Ça va entraîner des phénomènes de cicatrisation qui vont entraîner une inflammation locale et une sécrétion locale d'œstrogène. Ces phénomènes, finalement, ils peuvent se résoudre tout seuls, mais ils peuvent aussi rentrer par la suite dans des phénomènes de contraction de plus en plus anormales, de plus en plus fortes, qui vont engendrer des emboles d'endomètre dans le muscle utérin et favoriser ce qu'on appelle l'adénomiose, avec ce cercle vicieux d'inflammation qui va engendrer encore plus de contraction, encore plus de sécrétion locale, du bien local d'œstrogène, et voilà, un cercle vicieux. Donc ça, c'est juste des études, c'était pour montrer l'effet que la dysménorrhée était sûrement le précurseur de l'adénomiose et de l'endométriose, parce que les anomalies de la contraction font que c'est plus des contractions qui sont rythmées, c'est plus des contractions qui ont un rôle, donc c'est-à-dire qu'elles vont pas forcément être dans leur rôle, pas forcément cervico-phallique s'il y a besoin d'elles quand on ovule, ça va être vraiment anarchique. Et du coup, ça va permettre le reflux tubaire, ce fameux reflux tubaire. Donc voilà, donc pour vous dire que probablement que ces phénomènes d'anomalie de la contraction sont précurseurs dans la physiopathologie de l'endométriose. Maintenant, si on veut parler des nodules, les nodules, donc on sait qu'ils vont être pour certains enfin, richement innervés et qui sont dans des zones qui sont déjà, elles, richement innervées au niveau du système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fibres nerveuses au niveau des ligaments utérosacrés, notamment des fibres sympathiques et parasympathiques, hein, dont on a parlé, et que c'est la zone de prédilection des lésions. Donc, effectivement, on se dit bien que si une lésion envahit et touche ces fibres nerveuses, ça va stimuler le système nerveux autonome et peut-être entrer dans des phases de déséquilibre. Mais attention, du coup, on pense que c'est quand même des nodules plus importants dans les études. En tout cas, c'est plutôt les nodules importants. Enfin, il faut quand même une infiltration assez importante pour aller toucher les fibres nerveuses. Voilà, donc il faut quand même se méfier de ça. Mais les nodules ont leur part dans peut-être le dysfonctionnement du système nerveux autonome, dans l'inflammation chronique aussi, qui va aussi favoriser la sensibilisation de manière générale. Voilà, donc pour la lésion en elle-même. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a parlé de sensibilisation de l'organe, sauf que à force que votre organe il soit stimulé en permanence, il va stimuler aussi les organes alentours. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu notamment la connexion viscéro-viscérale. Donc, ça, on va en reparler aussi. Et donc, finalement, ça peut contaminer le côlon. C'est-à-dire que le côlon, à force qu'il y ait l'utérus autour qui contracte tout le temps, bah, lui, il va aussi commencer à se sensibiliser, à se spasmer. On va aussi avoir la vessie à côté. Et surtout, au niveau de la connexion viscéro-somatique, on sait que le périnée est innervé sur la même zone au niveau médulaire que l'utérus. Donc, si au niveau médulaire, vous avez un signal tout le temps de stimulation, à force, le cerveau, enfin, le système nerveux central, il ne saura plus vous dire qu'est-ce qui dysfonctionne. Donc, en fait, il va faire dysfonctionner le périnée. Et le fait de la proximité aussi de l'utérus qui contracte et de la patiente qui, en tant que douloureuse, va se contracter,
va favoriser ces mécanismes d'hypertonie musculaire et de sensibilisation aussi musculaire. Voilà, donc ça, c'était un petit mot sur le syndrome douloureux utérin. Donc, il y a des critères qui ont été définis, qui ont été définis par l'équipe d'Aix-en-Provence. Voilà, donc c'est pour vous si vous voulez des outils quotidiens. Ça, c'est des notions sur l'hypersensibilisation, mais j'en ai parlé à l'oral. Ça, c'est des études sur modèle animal qui sont très intéressantes. C'est pour vous démontrer un peu justement ce que je vous parle, enfin, le fait on est, euh, on est la somme de nos problèmes passés, si je puis dire. Donc, en fait, c'était une étude sur des rats. Ils prennent, alors je ne sais pas si ma souris marche, non. Ils prennent deux rats, donc il y en a un qui va être un peu le témoin et l'autre celui qui va avoir les premières misères, on va dire. Et en fait, ils vont prendre une patte, et ils vont du rat qui va être testé, et ils vont inciser une de ses pattes. Donc, c'est celui qui a la courbe multicolore en haut à gauche. Et on voit que quand ça s'infléchit, c'est un signe de douleur en fait. On voit qu'il est douloureux, et puis au bout de quelques jours, ça va un peu mieux. Et ensuite, quelques jours plus tard, ils vont créer une inflammation sur la patte contralatérale. Et ils vont aussi créer cette inflammation sur la patte du rat qui n'a rien eu. Donc, celui qui n'a rien eu va avoir mal, et puis il va revenir à l'état de base. Mais on voit que le rat qui a eu l'incision, il va mettre beaucoup plus de temps à revenir à un état non douloureux. Et maintenant, si on regarde la courbe du bas, c'est sur l'autre patte de chaque rat. Donc, le premier rat qui a été incisé, ils ont mesuré aussi la douleur qu'il allait ressentir sur la patte qui n'a pas été incisée. Si vous suivez. Et on voit que même si la patte n'a pas été incisée, il y a il va quand même ressentir une douleur sur sa patte. Donc, on voit que si on a mal quelque part, ça sensibilise quand même des régions qui ne sont pas à côté de la zone qui a subi la douleur. Et ensuite, lorsqu'il a subi l'inflammation, la patte qui a été incisée, elle va mettre beaucoup plus de temps à revenir également à un état non douloureux. Donc, il y a la mémoire de cette incision qui fait que son état douloureux sur cette patte va mettre plus de temps à revenir. Voilà, bon, c'était une étude qui trouvait, au moins, enfin, ça parle bien les modèles animaux, on comprend bien. Pareil pour le stress, parce que souvent on parle du stress, elles sont stressées, oui, bah, c'est un peu ce que je vous expliquais. Le stress, ça active le sympathique, ça active la survie. Donc en fait, si on est tout le temps stressé, bah, en fait, notre système nerveux autonome, il va comprendre que la façon de fonctionner normalement, c'est l'hyperactivation du sympathique. Donc on est tout le temps en état de vigilance, tout est en vigilance. Et après, voilà, donc on est encore plus facilement stressé. Donc ils ont fait une étude aussi sur le modèle animal. Donc, en fait, ils ont pris 4 rats. Donc, et en fait, il y en a un qu'ils ont soumis à un stress. Et puis après, ils ont évalué sa façon de réagir à la douleur. Un qu'ils ont soumis à 2 stress, puis 3 stress et 4 stress. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, plus il y a eu de stimuli de stress, plus la réaction à la douleur va être importante et plus on va arriver plus on va avoir de mal à revenir à un état non douloureux. Voilà. Donc ça aussi, je trouvais ça intéressant parce que du coup, c'est objectif et on voit que il faut gérer le stress chez les patientes. Il faut qu'elles apprennent à gérer leur stress et il faut le prendre en charge en tant que professionnel. Ça, c'était un petit mot sur la connexion viscéro-viscérale. Donc, c'est des intérieurs de rats. Donc, le B, c'est la vessie, le C, le côlon et l'utérus, le U. Et en fait, ils ont regardé en fonction du moment hormonal, en fonction du cycle du rat. Et ils ont inflammé le côlon et ils ont été voir comment réagit. Est-ce qu'il y avait une diffusion de cette inflammation aux organes? Donc, on voit une diffusion de l'inflammation. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette diffusion de l'inflammation va être beaucoup plus importante lorsque la rate va être en phase ovulatoire. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Déjà qu'il y a une connexion viscéro-viscérale, donc souvent entre côlon, utérus et vessie, et qu'en plus, en fait, ça va dépendre des moments du cycle. Et souvent, les patientes, elles vous disent, mes douleurs, elles commencent après l'ovulation, donc quand le taux d'œstrogène monte. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les œstrogènes vont baisser les seuils de douleur des patientes. Voilà. Donc, alors, maintenant, si on parle de traitement, donc déjà, chez les patientes qui sont douloureuses, même s'il n'y a pas d'endométriose, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de mettre une hormone, ça va quand même mettre au repos l'utérus. Euh, et évidemment, quand il y a des lésions d'endométriose, ça met au repos les lésions d'endométriose et l'inflammation. Donc, mettre en place la pilule, c'est quand même la chose initiale à mettre si elle est d'accord. Voilà. Après, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je crois que ce qu'on va rechercher,
ça va être l'amélioration de la qualité de vie de la patiente. Donc, si les pilules qu'elle prend, euh, en fait, c'est un enfer pour elle, elle a trop d'effets secondaires, le moral, elle a plus le moral, du coup, ben, ça va pas dans son couple, du coup, elle peut pas s'occuper de ses enfants, du coup, le travail, voilà. Enfin, en fait, le but, c'est qu'elle aille bien. C'est pas l'aménorer à tout prix. Donc, il faut trouver la pilule qui correspond le mieux à la patiente. Voilà. Et si aucune pilule ne marche, alors ça dépend du cas, hein, on peut en discuter. Si c'est des lésions minimes, honnêtement, moi, je pense qu'il faut la laisser tranquille et évaluer, enfin, régulièrement pour enfin, être sûr qu'elle ne flambe pas. Mais si vraiment, et trouver d'autres solutions pour sa douleur. Mais la pilule, c'est important, mais ça ne doit pas être la fin ultime du traitement. Ce n'est pas un traitement antalgique, mais ça a son rôle clairement dans cette prise en charge. Mais si derrière les effets secondaires pour elle sont insupportables, il faut qu'on vise une qualité de vie optimisée. Donc, pas de pilule si la patiente. Voilà, c'est le message que je voulais donner. Au niveau des douleurs, donc on va avoir plusieurs types de douleurs chez les patientes. On va avoir les phases de crise qui sont souvent déclenchées par les règles, hein, ou des phases de crise qu'elles vont avoir en dehors des règles. Et on va avoir ce qu'on appelle la douleur de fond. Donc, cette douleur de fond ou la sensibilisation. Donc, voilà, c'est des douleurs de sensibilisation ou la douleur de fond. Donc, on va avoir plusieurs choses à mettre en place, des antalgiques pour les crises douloureuses et des antalgiques pour la douleur de fond. Donc, voilà, je ne vais pas détailler le tableau. Vous pourrez, voilà, vous pouvez le prendre. Je l'avais pris lors d'un congrès à l'algologue, le docteur Lhuillier, Delphine, Lhuillery, je dis une bêtise. Voilà, qui est spécialisé dans la douleur. Et donc, ce tableau est très intéressant. Donc, je vous invite enfin, à le prendre comme référence si vous en avez besoin. Oui, le diaporama sera disponible si vous l'autorisez, docteur Joyeux. Oui. Alors, là, c'est un petit mot sur la qualité de vie, parce que c'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut viser en tant que praticien, en tant que soignant, c'est l'amélioration de la qualité de vie de la patiente. D'accord? Euh, du coup, la qualité de vie, ça a été défini par l'OMS. Donc, c'est la santé physique de l'individu, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales et ses interactions avec les spécificités de l'environnement. Et donc, en fait, quand ils définissent ça, ils définissent le fait qu'il faut prendre en charge le patient dans sa globalité. Donc, ça, c'est très important. Quand on prend les plans douleur qu'ils ont essayé de mettre en place en France, donc il y avait le plan notamment, j'ai mis la photo, c'est en 2007 et en 2011, ils ont tenté de mettre en place cette prise en charge de la qualité dans les maladies chroniques, mais ça a été, donc ils ont bien défini cette prise en charge globale, mais ça n'a pas pu être continué parce qu'ils ont jugé que, en gros, le monde médical n'était pas prêt et que les ressources actuelles n'étaient pas prêtes. Mais c'est pas une notion que je vais donner là comme ça et qui est nouvelle. C'est quelque chose, ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on en parle, mais malheureusement, les ressources sont pas encore là et voilà. Mais c'est vers ça qu'il faut tendre. Euh, donc, en fait, finalement, cette approche, enfin, elle va promouvoir quelle, quelle prise en charge, une approche transversale, d'accord, une réflexion globale sur la coordination des différents intervenants, d'accord, donc ça, c'est la notion de réseau, de pluridisciplinarité, l'affirmation d'un nouveau rôle pour le patient, donc le patient qui devient acteur de sa douleur, qui n'est plus passif, et bah, évidemment réduire les inégalités sociales donc d'accès aux soins. Donc ça, c'est l'accès et c'est pour ça que sont créées les filières. Donc finalement, ils introduisent la notion de parcours de soins, de pluridisciplinarité et de médecine intégrative. Alors pourquoi c'est important tout ça? Bah, parce que si on fait le constat finalement de ce qu'on fait actuellement, de manière générale, il y a une efficacité quand même qui est incomplète des thérapeutiques pharmacologiques. Enfin, vous devez bien voir au cabinet. Là, actuellement, on parle aussi de la surconsommation d'opioïdes, donc des patients qui sont vraiment des fois sous tramadol de manière quotidienne, hein, et qui ne marchent pas forcément toujours très bien. Une médecine qui est très centrée sur l'organe et qui ne prend pas assez en compte la globalité du patient. Donc ça, je pense que ce n'est pas qu'en gynécologie, c'est de manière assez générale. Et souvent, vous êtes face à des patients qui ont des douleurs complexes et chroniques qui nous mettent en échec. D'accord? Et c'est souvent via ces phénomènes de sensibilisation. Voilà, donc ça, c'était pour rediscuter du rôle des émotions et puis du lien entre émotion et douleur. Donc, je vais passer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en plus des antalgiques et de la pilule? Euh, donc, bah, les traitements médicaux, on a déjà parlé. Donc, pour la sensibilisation, ce qui va bien marcher, c'est tout ce qui va être amitriptyline,
du Loxétine. Déjà, c'est les premières choses à mettre en place. Et la thérapie manuelle, ça marche très bien parce que souvent, je vous ai expliqué qu'il y a des phénomènes d'hypertonie musculaire qu'elles peuvent avoir au niveau abdominal ou périnéal qui vont entretenir les phénomènes douloureux. Donc déjà, gérer ça, entraîne un confort pour les patientes. Et souvent, les kinés vont faire un travail d'éducation de la patiente et d'autogestion. Donc c'est très important. Après, il faut avoir les bons kinés qui sont bien formés parce que ce n'est pas de la kiné de renforcement. Là, c'est de la kiné de relâchement, de la kiné de la douleur. Donc, il ne faut pas du tout que vous envoyez vers des kinés qui font du renforcement, qui ne connaissent pas, parce que là, ils vont aggraver vos patientes. Ensuite, bah, le TENS, tout ce qui va être électrothérapie. Donc, en libéral, on peut prescrire l'urostine, même si actuellement, dans le mode douleur, il n'est pas remboursé normalement. Après, on peut toujours faire des petits arrangements, hein. Le nerf vague aussi. Alors, moi, sur le nerf vague, alors je sais que je vous ai parlé de système nerveux autonome, mais je n'ai pas forcément, alors c'est mon expérience personnelle, je n'ai pas d'études, j'ai pas forcément de retour particulier sur le nerf vague. Je le mets pas forcément non plus parce que ça marche bien sur le côlon. Sur l'utérus, j'ai l'impression que c'est plutôt un dysfonctionnement régional. Je ne sais pas si vous voyez le schéma du système nerveux autonome, mais globalement, notamment au niveau du parasympathique, on va avoir deux secteurs. Donc un secteur euh, qui est plutôt thoracolombaire, et puis un vraiment sacré. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de que du coup, si ça dysfonctionne sur cette zone sacrée, ça ne va pas forcément aider sur le nerf vague. Enfin, bon, c'est mes hypothèses personnelles. Donc, à voir. Mais peut-être que certaines, ça marchera. Mais c'est vrai que je n'utilise pas trop comme ça. Ensuite, il faut traiter les autres sensibilisations, donc le côlon irritable. Alors, de mon ressenti côlon irritable, ce que je remarque, c'est que si vous calmez l'utérus, ça peut déjà gérer pas mal les problèmes intestinaux. Parce que probablement que ces contractions répétées favorisent les dysfonctionnements régionaux au niveau intestinal. Donc déjà, si vous gérez l'utérus, après, vous regardez ce qui reste sur l'intestin, mais je pense que déjà, gérer l'utérus, ce sera pas mal. La vestibulodynie, donc c'est la petite zone entre les petites lèvres et le vagin, qui se sensibilise très facilement et qui entraîne des dyspareunies d'intromission, qui sont très gênantes pour les patients, donc ça, il faut les prendre en charge. Et après tout ce que je vous expliquais, bah, les thérapies cognitivo-comportementales, le traitement des traumas qui sont à dépister, le suivi psychologique des patientes, euh, donc justement, je vais vous expliquer un peu plus après si on a le temps. Alors, après, j'avais fait pas mal de diapos sur l'avantage de la chirurgie, parce que ça peut vous aider à aussi en savoir quand adresser ou pas, finalement, de manière chirurgicale. Euh, alors, la chirurgie, de manière globale, ils rapportent tous des améliorations de la qualité de vie. Donc, dans les questionnaires, globalement, ça améliore la qualité de vie de tous les patients, globalement. Et c'est assez riche en bibliographie. Après, si on plonge un peu plus dans les études, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt les stades avancés qui vont avoir un réel bénéfice sur leur qualité de vie en amélioration. Sur les petits stades, quand on regarde les chiffres, c'est moins bien qu'un placebo. Donc, bon, voilà, chacun se fera son opinion. Mais du coup, peut-être qu'on peut mettre des choses en place avant la chirurgie pour ces patientes-là. Voilà, après, pour le colorectal, c'est plus pour les chirurgiens, je vais peut-être pas vous embêter avec ça. Si on compare aussi le fait d'enlever l'utérus versus une chirurgie conservatrice où on enlève plutôt les lésions, on voit qu'on a quand même on a une amélioration qui est plus forte dans l'hystérectomie, ce qui ne semble pas illogique puisque je vous ai parlé depuis quelques minutes quand même des douleurs utérines. Donc ça semble, enfin, en tout cas moi ça me semble logique. Il faut se méfier chez ces patientes-là parce que aller à l'hystérectomie trop vite, quand elles sont sensibilisées, en fait, on a des fois des syndromes myofasciaux qui vont flamber et en fait, elles n'auront plus les mêmes douleurs, mais enfin, elles auront quand même des sensations de contraction déjà et une hypertonie périnéale qui va vraiment être difficile à faire lever. Donc, il faut se méfier. Bon, après, là, c'est plutôt des discussions chirurgicales, mais voilà, se méfier non plus de l'hystérectomie trop facile en se disant c'est la solution miracle. Il faut bien prévenir les patientes et il faut surtout bien préparer les patientes, que justement, c'est les diapos d'après. Celles qui vont être sensibilisées, elles vont moins bien répondre à la chirurgie. Donc, des fois, au niveau des douleurs, ça va mieux. Mais en fait, au niveau de leur score de qualité de vie globale et de sensibilisation, ça ne sera pas mieux. Donc, il faut bien préparer les patients. C'est pour ça qu'il faut bien dépister la sensibilisation. Et derrière, il faut bien la traiter avant la chirurgie.
Voilà, c'est un message pour que vous soyez vous aussi au courant pour orienter vos patientes. Et donc finalement, celles qui vont avoir moins de bons résultats en chirurgie, bah, c'est un peu attendu, hein, après tout ce qu'on a dit, mais c'est celles qui vont présenter des syndromes dépressifs et un syndrome myofascial initial. Les troubles d'anxiété aussi, elles vont moins bien répondre à la chirurgie. Donc dépister ça en préopératoire et le traiter améliorera les résultats de la chirurgie. Bon, ça, c'est pour les chirurgiens. Ce sont des réflexions pour dire qu'il faut quand même se méfier et pas opérer tout le monde. Euh, donc, un bon chirurgien, c'est une bonne indication. On sait qu'en tant que chirurgien, on va avoir une attente importante des patients vis-à-vis de notre chirurgie, qu'elles peuvent voir comme un traitement miracle ou des fois de dernière chance. Donc, il faut vraiment être prudent sur ce qu'on peut promettre de la chirurgie. Donc, l'expertise du chirurgien sur les douleurs est importante parce que si on les étiquette bien avant, qu'on sait les mécanismes des douleurs, on saura enfin, je pense qu'on sera plus juste dans ce qu'on peut attendre de notre chirurgie et ce qu'on peut dire à la patiente comme message. Alors, derrière, vous aurez sûrement plus ça. Par contre, il y aura peut-être ça qu'on devra gérer comme ça et ça sera beaucoup mieux vécu parce que en post-opératoire, s'il reste des douleurs, elles seront bien informées et elles sauront que c'est normal et que tout est. Enfin, en tout cas, ce sera beaucoup moins anxiogène pour elles. Voilà. Et il faut se méfier aussi de l'étiquette endométriose. Donc, ça, j'avais fait des cas cliniques après, mais je ne sais pas si on aura le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, si on oriente une patiente sur une endométriose qui n'est pas claire, notamment sur une adénomiose, par exemple, mais que les mécanismes de la douleur, elle a mal. Elle a mal dans le pelvis et elle a de l'adénomiose. Il ne faut pas, des fois, étiqueter trop facilement douleur pelvienne, adénomiose, euh, relation. Il peut y avoir d'autres choses qui font mal. Et si vous enlevez un utérus, enfin, vous avez étiqueté que c'était ça le problème, vous enlevez l'utérus et que derrière elle a encore mal, vous irez peut-être pas remettre en question ça et vous direz, bah, elle a de l'endométriose, elle a mal. Alors qu'en fait, il y a peut-être d'autres choses à faire qui ne sont pas dues à l'endométriose. Alors voilà, je ne sais pas si c'est bien clair. On en reparlera si vous voulez. Donc, faire attention et bien connaître les mécanismes de la douleur, encore, c'est vraiment important. Donc, ça, c'était pour une proposition de prise en charge chirurgicale, pardon. Mais je pense que c'est peut-être plus pour les chirurgiens aussi, je passe. Donc, quelque chose qui est important, je pense, en première ligne, c'est que finalement, tout ce qui fait du bien à la patiente va être bien. Tout ce qui va favoriser le relâchement, la gestion du stress, la gestion des émotions, l'activation du parasympathique va aider dans la prise en charge de la douleur globale. Donc ça, c'est un tableau. Alors, je un peu- oh, pardon. Ça, c'est un tableau que j'ai fait j'ai listé, alors c'est pas exhaustif, différents postes de soins et justement, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'ils vont proposer et qu'est-ce qu'on peut en attendre par rapport à nos mécanismes de douleur. Donc, en thérapie manuelle, donc je vous ai dit de la relaxation. Ils vont aussi prendre en charge les dysynergies périnéales qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire qu'on va avoir une patiente, on lui dit de contracter, elle relâche, ou alors, enfin, contracter, elle relâche, relâcher, elle contracte. Donc, ça, c'est une dysynergie. Donc, ils vont gérer ça, les thérapies, enfin, les thérapeutes manuels. Et donc, le fait de relâcher ces muscles, ça va activer le parasympathique. Donc, ça a été démontré dans les études. Au niveau diététique, ça va gérer l'inflammation de manière globale. Après, bon, dans ce que j'ai retrouvé moi, il n'y a pas de régime forcément bien étiqueté anti-inflammatoire, mais plutôt un régime méditerranéen. Et ça, je laisserai les spécialistes en parler, hein, je serai mal placée. Mais en tout cas, moi, je sais pourquoi je propose la diététicienne, parce que j'attends cette action sur mes mécanismes de la douleur. Soins psychiques, bah là, tout ce que j'ai expliqué, j'espère que c'est évident. Donc, hypnose, EMDR, faut dépister les traumatismes de tout genre, mais les traumatismes sexuels. Acupuncture, pourquoi ça marche bien l'acupuncture? Parce qu'en fait, ça va avoir un effet get control et ça va favoriser la sécrétion d'opioïdes endogènes. Donc, c'est pour ça que ça marche plutôt bien. Et en fait, on va avoir un effet métamérisation, c'est-à-dire que en mettant des aiguilles enfin, cutanées, en fait, on va jouer sur cet effet connexion viscéro-somatique. Donc, on peut jouer sur les organes. Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'acupuncture. L'électrothérapie, elle a un peu le même effet.
avoir un effet gate control et stimulation d'endorphine. Alors après, j'ai mis des choses qui sont plus locales, donc thérapie, photobiomodulation. Alors, les études, elles sont pas forcément bien faites sur endométriose. Il y en a pas beaucoup. Elles sont pas de grande portée scientifique, mais elles sont quand même là. Et ça aide en tout cas sur certaines composantes qu'on a vues de la physiopathologie. Donc, pourquoi pas? Et c'est vrai que dans les retours des patientes, on a des patientes qui peuvent être améliorées. Donc, c'est vrai que ça peut valoir le coup. Il y a le côté invasif de la sonde vaginale, mais que souvent elles peuvent faire toutes seules avec la photobiomodulation. Euh, et puis en fait, c'est assez simple, ça fait pas mal. Donc des fois, enfin, c'est vrai que ça marche plus. Certaines, ça peut vraiment bien marcher, donc pourquoi pas. L'activité physique, évidemment, c'est important. Ça va améliorer le psyché, ça va favoriser la sécrétion d'endorphines. Euh, je pense que ça va aussi améliorer la vision de soi. Enfin, ça a quand même des bénéfices globaux. Bon, après, ce qu'ils préconisent dans les études, c'est quand même c'est costaud, hein. Même quand on n'a pas d'endométriose, on ne fait pas ça. 3 par semaine, 30 à 90 minutes par séance. Bon, je sais pas qui arrive à caler ça dans son emploi du temps. Et ça va être important, justement, cette notion de dire on va proposer plein de choses à la patiente, mais en fait, il ne faut pas proposer plein de choses. Il faut proposer ce que vous pensez être la cible principale. Parce qu'en fait, c'est une personne comme vous et moi. C'est-à-dire que moi, si j'arrive et que je dis j'ai mal et on me dit, mais en fait, OK, vous allez faire diététicienne, vous allez faire psychologue, vous allez faire activité physique et machin. Et en fait, la personne n'a pas pris en compte le fait que j'ai 2 enfants, que j'ai un travail très prenant, que voilà. Donc, en fait, il faut quand même prendre en compte le patient, hein. C'est-à-dire que c'est bien beau de tout balancer, mais en fait, il faut quand même bien hiérarchiser les choses pour que ce soit pas, ça ne devienne pas une montagne insurmontable et que finalement, on ne fasse rien du tout. La phytothérapie, j'en parle un petit peu. Je pense que ça a des bénéfices, hein. Moi, je ne suis pas contre du tout. D'ailleurs, je mets beaucoup de compléments alimentaires. euh, et souvent, en première ligne, franchement, je trouve que ça démêle pas mal de problèmes. Après, je vous avoue que je n'ai pas fait de biblio exhaustif sur le sujet. Je vous ai mis des pistes. Après, voilà, chacun fait comme. Il n'y a pas de preuves irréfutables, hein. Donc, mais bon, en tout cas, moi, ce que je constate en consultation, c'est que c'est plutôt déjà bien accepté par les patientes qui veulent quand même des choses plus naturelles maintenant et que, honnêtement, on a des bons retours. Enfin, ça peut vraiment être quelque chose en plus. Par contre, évidemment, comme d'habitude, dans les soins, on va dire, supplémentaires, bah, le coût, hein. Alors, remettre le patient au centre de la prise en charge, c'est très important. Et pourquoi c'est très important? Bah, déjà, parce qu'en fait, on a parlé du système nerveux autonome et on n'a pas de médicament qui permet de gérer le système nerveux autonome. Donc, le premier acteur de ça, ça va être le patient, qui peut, lui, euh, entraîner son parasympathique pour contrebalancer le sympathique. Et donc, ça, c'est la cohérence cardiaque, c'est la méditation, c'est l'auto-hypnose. D'accord? C'est pas facile de dire au patient, cohérence cardiaque, c'est bien, allez, ben, vous m'en faites tous les jours et puis ben, on se revoit. Bon, ce qui peut manquer là, c'est un peu le coaching du patient. Ça, bon, c'est pas facile. Je pense que bien leur expliquer l'intérêt déjà, qu'elles comprennent, c'est un grand pas. Et après, les psychologues, eux, ils font bien ça. Bon, il y a quand même des soignants qui font bien ça, donc n'hésitez pas à les adresser, je pense. Enfin, en tout cas, c'est un gros poste, je pense. Il faut vraiment qu'elles apprennent à gérer leur pathologie et qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas forcément que spectatrices et qu'elles peuvent agir sur leur pathologie. Déjà, c'est vraiment important. L'éducation thérapeutique va dans le même sens, hein. Donc déjà pour favoriser l'adhérence, parce que des fois, c'est des patients qui viennent, on leur a dit, bah, vous allez le voir docteur Intel, ça va aller mieux, elle va vous opérer. Et en fait, elles viennent et vous leur dites, bah, complément alimentaire, photothérapie, kiné. Bon là, déjà, elles ne sont pas très motivées parce qu'elles pensent qu'en les opérant, il y aura un bouton on-off. Donc, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc l'information en amont, déjà, elle est très importante et que tous les professionnels aient le même discours, ce serait vraiment parfait. Euh, et en fait, souvent, il y en a que je ne vais pas opérer parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, parce que rien qu'avec cette prise en charge, si elles comprennent l'impact que ça va avoir, elles ne seront pas opérées et en fait, elles iront mieux. Ça ne sera pas tout le monde, mais la plupart, quand même, on n'opère quand même pas tout le monde, hein, voilà. Proposer des outils d'autogestion, gestion des émotions, très important. Donc ça, j'avais fait un petit récapitulatif de ce qui existe aujourd'hui au niveau de la, comment dire,
des outils numériques. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a des applications qui existent. Alors, j'ai mal écrit livre, c'est pas comme ça, mais c'est un Y. Et eux, dans leurs études, quand ils évaluent leurs outils, ça marche plutôt bien. Donc, c'est vrai qu'en fait, finalement, c'est des outils de coaching. Donc, c'est exactement ce qui nous manque, nous, dans notre pratique courante, c'est que on n'a pas tous l'infirmière qui peut rappeler les patientes pour savoir comment elles vont de manière régulière. C'est ce qui manque un peu, c'est ce coaching. Donc, les applications peuvent être une ressource en plus, d'accord, mais peut-être un coût en plus, ça, je ne sais pas. La réalité virtuelle, donc il y a des études, enfin, il y a une étude qui avait montré que c'était plutôt intéressant. Ça déconnecte le patient de sa douleur, ça fait sécréter des endorphines. Ça peut être un outil intéressant, mais qui actuellement n'est pas vraiment diffusé. Voilà. Et nous, en fait, en Bourgogne-Franche-Comté, on a développé de l'IETP justement parce qu'on a notre souci de grande région avec déjà bon, très peu enfin, il n'y a, que un. Non, il y en a deux. Deux programmes d'éducation thérapeutique en présentiel actuellement. Donc, il y en a sûrement enfin, trois prochainement et puis quatre qui vont se former. Mais c'est vrai qu'il y a des patients qui habitent très loin. Donc, l'IETP, c'est quand même une ressource en plus pour les patientes qui ne se substitue pas forcément à la présentielle, mais qui est déjà une aide en plus. Voilà, donc ça s'appelle Nuvi. Et vous pouvez obtenir les accès à Nuvi en adhérant en OBFC. Et enfin, un outil qui est très important, et ça, enfin, on peut en discuter aussi, hein, c'est toujours très intéressant, c'est la relation médecin-malade. Ça, c'est hyper important. La relation de confiance, ça va être hyper important. C'est important pourquoi? Bah, parce qu'on voit qu'il y a plein de médecins en burn-out, qu'il y a un manque de vocation. Alors, est-ce que c'est forcément que le côté financier ou le côté, enfin, ils peuvent avancer plein d'arguments. Est-ce que c'est pas finalement que on sait pas comment gérer les patients, que, enfin, je veux dire, au niveau relationnel, que du coup, on est de plus en plus en tension, voilà. Donc, ça entraîne une insatisfaction des patientes, des violences médecins-patients dans les deux côtés, hein. Et en fait, finalement, quand on a fait, nous, enfin, quand moi, j'ai fait le programme d'éducation thérapeutique en formation, on nous a demandé d'interroger trois patientes et savoir ce qu'elles attendaient des soignants en premier. Et les premiers mots, c'était écoute et bienveillance. Donc, ce qui peut sembler une évidence, c'est qui finalement, bon, alors est-ce que des fois, on a l'impression qu'on est bienveillant et ben, on n'est pas tant que ça? Est-ce qu'on a l'impression qu'on écoute et en fait, bah, elle voit qu'on n'écoute pas? Bon, tout ça, voilà, c'est tout ça qui a travaillé en fait finalement. Donc les pistes, bah, c'est tout ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, c'est le fait d'accompagner le patient dans un changement de vie, un peu d'hygiène de vie, d'habitude, qui sont quand même le lit de pas mal de pathologies. L'alliance thérapeutique, hein, quand on met en place un programme ou un parcours, que ce soit quelque chose qui soit cohérent avec la vie du patient, que le patient, que ce soit l'objectif que le patient a identifié en priorité, d'accord? Et ensuite, dans vos consultations, ce qui est très important, c'est les questionnaires. Donc, questionnaire de qualité de vie, questionnaire de dépression, questionnaire d'anxiété. Alors, ça, moi, je les donne en consultation. Alors, je les donne mes secrétaires. J'ai la chance d'avoir des secrétaires. Vous n'avez peut-être pas tous des secrétaires. Mais les secrétaires, quand les patientes arrivent, elles donnent le questionnaire, la patiente le remplit. Si elle n'a pas eu le temps, elle le répond. Elle y répond avant de partir. Je ne la laisse pas partir tant qu'elle n'a pas répondu au questionnaire. Des choses qu'on peut refaire en consultation si on a le temps. Un schéma corporel des douleurs, ça va vraiment aider parce que en fait, ça permet enfin, elle va vous dire plein de choses et des fois, elle vous dit plein d'informations parce qu'elle veut rien oublier et en fait, vous, ça vous perd. Le schéma, vous avez les zones douloureuses et des fois, ça remet en perspective et vous vous dites, ok, en fait, moi, j'avais entendu ça, mais quand je vois ça, en fait, c'est pas ça qu'elle a, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et bien comprendre l'interconnaissance entre les soignants, c'est le fait de comprendre, comme je vous ai dit, je veux de la diététique parce que je sais ce que j'attends de ma diététicienne. La diététicienne, elle me connaît, entre guillemets, ou elle sait ce que j'attends d'elle. Le kiné, je le connais. Voilà. Donc ça, c'est le réseau. Il n'y a rien de mieux que le réseau, de se connaître. Après, nous, on a la chance de faire des RCP douleurs dans notre réseau, qui fait qu'on se voit des fois en présentiel. Alors, c'est pas tout, pas régulièrement, mais du coup, on se connaît un peu et on se voit au congrès. Donc, c'est pas mal. Donc, je pense que les congrès de filière, c'est vraiment intéressant d'aller discuter avec les kinés, d'aller discuter avec les diététiciennes, avec les ostéos, enfin avec tous les gens acteurs dans votre région. C'est hyper important pour comprendre ce que les uns attendent des autres et comprendre que tout le monde a son rôle dans la prise en charge. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'en suis où. Alors oui, Ouais, je non. voulais en venir. Donc, il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part des participants.
N'hésitez pas en fait à intervenir, hein, comme je le disais, soit à l'oral, soit par le chat. Et voilà, bah là il est 13h29, donc Oui, non, mais je savais que c'était long. a priori, il n'y a pas de questions. Alors, je sais pas, du coup, comme enfin, les retours que vous avez, vous, par rapport aux patients que vous voyez en première ligne, vous vous sentez enfin, armé, il y a des choses qui vont pas. Bon, les gens sont timides. Ah, il y a un message, c'est attente pour le diagnostic salivaire. Ah, oui. Alors, en fait, là, on va partir dans une étude. Donc, il n'y aura pas d'accès à toutes les patientes. Le test salivaire, là, on va évaluer son intérêt dans notre pratique de tous les jours. C'est savoir si on a un test positif, ça nous change notre prise en charge. Donc, on est 3 centres en Bourgogne-Franche-Comté, donc HPDB et les 2 CHU. Mais les critères d'inclusion sont assez précis. Donc, c'est des patients qui vont avoir une discordance entre imagerie et douleur, c'est-à-dire des douleurs très intenses, et une imagerie qui dit qu'il n'y en a pas ou douteuse, et qui ont plus de 18 ans. Donc, vous ne pourrez pas inclure vos patientes adolescentes. Et donc là, comment ça se passe? Il faut, il faudra, bah, en tout cas pour mon centre, parce que les autres centres, je ne sais pas comment ils vont être organisés, nous, il faudra appeler notre cabinet, donc le cabinet Guillaumard Joyeux. Et là, on mettra des consultations en place, c'est nous qui gérons par la suite. Mais les critères, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait d'endométriose diagnostiquée. Il faut une IRM de moins d'1 an, des douleurs, des dysménorrhées sévères à minima euh, et plus de 18 ans. Il y a une Voilà. autre question qui a été posée aussi, c'est le problème est toujours l'errance diagnostique. Quel parcours type à recommander? Alors, il y a un parcours type qui a été recommandé par l'HS, c'est que dès que vous avez une suspicion par rapport à des symptômes, à la dysménorrhée sévère notamment, échographie. L'échographie, si elle est normale, mais que la patiente, et que vous avez mis en place déjà la douleur, en fait, vous pouvez mettre en place la prise en charge de la douleur, comme vous expliquez, avant le diagnostic, parce que de toute façon, ça sera la même chose qui sera mis en place derrière. Donc, vous pouvez déjà commencer la prise en charge douleur. Euh, et après, soit c'est très discordant au niveau de votre échographie, vous pouvez demander l'IRM, mais c'est vraiment les patients qui présentent des douleurs sévères multiples, d'accord? Si l'échographie sur une dysménorrhée sévère qui est améliorée par la pilule ou qui est améliorée par les antalgiques est normale, il n'y a rien besoin de faire d'autre. Voilà. Après, je pense que l'errance diagnostique, elle n'est pas vraiment diagnostique, c'est plutôt errance de prise en charge de la douleur. Parce que quand vous diagnostiquez une endométriose où c'est millimétrique, c'est clairement pas l'endométriose, c'est des phénomènes douloureux autres, en fait. Donc, il faut prendre en charge la douleur, même si vous n'avez pas le diagnostic. Parce qu'après, nous, le fait de savoir si y a un nodule ou pas, c'est juste savoir si on va l'opérer ou pas, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si j'ai bien compris, il ne faut pas hésiter à changer de pilule si la patiente n'est pas soulagée avec la sienne. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est vrai que il y a des pilules qui vont plus ou moins bien marcher en fonction des patientes, hein, voilà. Les pilules qui vont être recommandées quand vraiment les premières pilules habituelles ne marchent pas, ça va être tout ce qui va être Dienogest, notamment, qui, elles, ont quand même une preuve d'efficacité un peu plus importante sur les lésions. Voilà. Et après, surtout, le message, c'est qu'elle soit bien tolérée, la pilule. Au niveau euh, humeur, migraine, vous voyez, enfin, que la qualité de vie de la patiente se soit bien, reste optimisée quand même.
Il y a une autre personne qui demande, et le riz éco? Oui. Alors, Rieco, nous, on nous l'a présenté au cabinet très récemment. Ils nous disent que c'est en cas d'échec de Dienogest. Donc, il faut d'abord essayer le Dienogest. Et puis, mais je crois que vous pouvez, je sais pas, je croyais que c'était que les gynécos, il me semblait. Vous pouvez le prescrire. Alors, j'avais cette notion. Pour l'instant, moi, je ne l'ai pas donné. Donc, je n'ai pas de retour parce que je vous dis, c'est très récent. Mais normalement, c'est après échec Dienogest qu'on peut le mettre. Ouais, la personne rajoute selon le Vidal, c'est que les gynécos. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est que les gynécos. Ouais. Après, c'est des patientes, si vous êtes en échec avec le Dienogest, c'est justifié de l'envoyer, hein. Après, si ça marche pas avec le Dienogest, il faut aussi vous assurer que vous avez mis en place un peu tout ce que j'ai dit avant, que vous avez fait les questionnaires de sensibilisation, qu'il n'y a pas de sensibilisation, sinon vous mettez en place la duloxétine, d'accord? Ça, je pense que vous pouvez le mettre en place, vous, au cabinet. Très bien. Bah, écoutez, il est déjà 13h35. Donc, voilà, merci pour cette présentation, docteur Joyeux. Et puis, donc voilà, comme je le disais en début de séance, ce webinaire sera disponible sur notre site internet sur la fin de semaine, début de semaine prochaine. Et voilà, vous pouvez retrouver notre prochain webinaire, donc le 9 avril, sur cette fois la thématique solaire. Merci beaucoup, docteur Joyeux. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci. Au Au revoir.